a le plaisir d'accueillir Florence Gressier, passe-présidente de la Société Marseille francophone et qui est praticien hospitalier et qui est responsable d'une unité d'hospitalisation mère-bébé à Kremlin-Bicêtre, au CHU de Kremlin-Bicêtre. Voilà, alors on aborde dans cette session, et je vous remercie d'avoir le courage de rester jusqu'à la fin du congrès, c'est formidable pour nous de ne pas avoir un auditoire vide. Et donc aborder la question du trouble bipolaire, essayer de formuler quelques recommandations pour la prise en charge. C'est quand même un trouble très important à diagnostiquer parce qu'il y a des enjeux thérapeutiques, des enjeux aussi en termes de pronostic qui sont importants. Donc je vais passer tout de suite la parole à Florence Gressier et on aura peut-être en alternance un dialogue avec Alnor Sutter en vidéo. Donc, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, avant de vous parler des recommandations pour la prise en charge du trouble bipolaire en périnatalité, donc on souhaitait tout d'abord vous faire une brève introduction sur le trouble bipolaire. Donc, le trouble bipolaire, c'est environ 1 à 4% de la population. Et selon l'OMS, donc ça représente une des 10 maladies les plus invalidantes et coûteuses au plan mondial. Le sexe ratio pour le trouble bipolaire, et j'y reviendrai tout à l'heure, en tout cas le trouble bipolaire de type 1, il est de l'ordre de 1, avec des débuts des premiers symptômes entre 15 et 25 ans, et on va mettre beaucoup plus de temps finalement à diagnostiquer la maladie. On va avoir à la fois donc, des épisodes maniaques ou hypomaniaques, et puis donc parfois des épisodes dépressifs. Alors dans le trouble bipolaire, on a donc des épisodes thymiques, où on peut avoir donc des syndromes maniaques. Donc la durée des symptômes, c'est au moins une semaine, et on a à la fois des perturbations psycho-affectives, avec une élation de l'humeur, des émotions et du contenu de la pensée, des perturbations psychomotrices, avec une accélération du cours de la pensée, des troubles des fonctions cognitives, une accélération motrice, des perturbations physiologiques avec des difficultés de sommeil, voire même parfois des insomnies totales sans fatigue, des troubles du rythme circadien, des difficultés au niveau de l'alimentation et une hypersexualité. On peut également avoir donc, ce qu'on appelle le syndrome hypomaniaque, donc c'est maniaque mais un peu moins fort entre guillemets, ça va durer environ 4 jours, enfin c'est au moins pas 4 jours, mais la symptomatologie et le retentissement fonctionnel est moins important que dans le syndrome maniaque, mais c'est quand même une élévation de l'humeur, du point de vue assez schématique. Et puis on peut aussi avoir donc, des épisodes dépressifs caractérisés. Donc pour parler d'épisodes dépressifs caractérisés, les symptômes vont durer au moins 15 jours et on va avoir une diminution pathologique de l'humeur, avec donc une tristesse pathologique, et de l'énergie avec des perturbations psycho-affectives, psychomotrices et physiologiques. Et puis on peut avoir également donc, des épisodes mixtes qui vont associer à la fois des symptômes maniaques ou hypomaniaques et puis des symptômes de dépression. Alors actuellement, on est schématiquement dans 2 types de troubles bipolaires. On a le trouble bipolaire de type 1, où on a la survenue d'un ou plusieurs épisodes maniaques. C'est ça qui va diagnostiquer la maladie. Le diagnostic peut être posé même en l'absence d'épisodes dépressifs caractérisés. Et puis on a également donc, les troubles bipolaires de type 2, où c'est la survenue d'un ou plusieurs épisodes hypomaniaques et possiblement un ou plusieurs épisodes dépressifs caractérisés. Alors, qu'en est-il du trouble bipolaire pendant la période périnatale? Contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps, la grossesse et le postpartum ne protègent pas des troubles de l'humeur. Et donc, en présence de la bipolarité, on a un risque important de rechute qui va être à peu près chez plus de 20% des femmes durant la grossesse et plus de 50% en postpartum. Donc on peut avoir également donc, des rechutes d'un épisode dépressif caractérisé, d'une dépression unipolaire, mais également un risque de rechute élevé des troubles bipolaires de type 1 et des troubles bipolaires de type 2. Et donc les femmes, elles peuvent présenter des épisodes dépressifs, des épisodes maniaques ou des épisodes mixtes pendant cette période. Alors on a un risque majoré d'épisodes en cas d'arrêt du traitement, et ce qu'on voit donc avec cette étude de Viguera publiée dans l'American Journal of Psychiatry en 2007, c'est que si le traitement est maintenu, on a quand même un risque de rechute, mais qui va être moins élevé qu'en cas de la discontinuité du traitement. Et si le traitement a été arrêté pendant la grossesse, on a un risque d'à peu près 80% 80% d'avoir un épisode thymique pendant cette grossesse.
Et puis également donc, un risque élevé de vulnérabilité en période postnatale. Et là également, si on a un arrêt du traitement pendant la grossesse, on a un risque de récurrence élevé. Et ce risque est encore plus élevé si on a arrêté le traitement pendant le postpartum. Donc de ce fait, il est primordial de réintroduire le plus rapidement possible l'intimo-régulateur si on a fait le choix, et j'y reviendrai tout à l'heure, de l'arrêter en début de grossesse. Et ce que dit donc cette étude de la même équipe de Viguera et al. Montre aussi que le lithium réduit de 2 à 5 fois le risque de psychose du postpartum, c'est-à-dire en fait d'épisodes maniaques du postpartum, comme on le dit actuellement. Alors vous allez avoir donc un risque de récurrence, un risque de nouvel épisode thymique, mais vous allez aussi avoir des conséquences d'un trouble de l'humeur. Chez les mères, vous pouvez avoir un moindre suivi de grossesse, vous allez avoir davantage de tentatives de suicide et de suicide, et c'est ce que je vous disais Nathalie Léon tout à l'heure, hein, le suicide est actuellement la première cause de mortalité en période périnatale. On va également avoir davantage de consommation de toxiques, alcool, tabac, mais également toutes les autres drogues auxquelles il convient de penser systématiquement. Une faible prise de poids avec des conséquences pour le développement du bébé, également des complications en lien avec la grossesse, davantage d'hypertension artérielle gravidique et davantage de diabète gestationnel ont été décrits dans le cadre d'un trouble de l'humeur maternelle. On peut également avoir davantage de complications obstétricales et puis des soins apportés aux nouveau-nés qui peuvent être de moindre qualité. Et puis, si on a un risque majoré pendant la grossesse, on a également un risque de récurrence plus important en postpartum. Sur le bébé, il a été décrit davantage de fausses couches spontanées chez les femmes qui présentent un trouble de l'humeur et qui ne sont pas traitées pendant la grossesse. Également une exposition majeure au stress in utero pour le bébé, une diminution des mouvements fœtaux, davantage de prématurité, davantage d'hypotrophie, de mauvaise adaptation néonatale avec un risque majoré d'hospitalisation en néonatologie. Et puis à plus ou moins long terme, on peut également avoir des troubles du neurodéveloppement, des troubles de l'attachement et des troubles de l'humeur. Donc, par rapport à ça, il nous paraissait essentiel de pouvoir proposer des recommandations pour la prise en charge du trouble bipolaire en période périnatale. Donc, avant de vous présenter ces différentes recommandations, on va faire un point sur la consultation antéconceptionnelle et le parcours de soins de troubles bipolaires. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, toutes mes excuses de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui et remerciements aux organisateurs du congrès pour inviter notre société à participer à la réflexion autour des interactions entre les équipes d'obstétrique, de gynécologie et de psychiatrie périnatale. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer les consultations préconceptionnelles et les parcours de soins que l'on peut proposer aux patientes souffrant d'un trouble bipolaire. Alors, avant toute chose, les troubles bipolaires sont évoqués dans les RBP de la HAS, grossesse à risque, orientation des femmes enceintes entre les maternités en vue de l'accouchement. Et ces recommandations de bonne pratique soulignent qu'il est avant toute chose nécessaire absolument qu'il y ait une collaboration pluridisciplinaire précoce dans la prise en charge entre les psychiatres et les autres intervenants des parcours de soins pour ces patientes souffrant de troubles psychiatriques et plus particulièrement pour les femmes souffrant de troubles bipolaires. Pourquoi ? Parce que ces grossesses chez ces patientes souffrant de ce type de troubles ont des spécificités bien sûr psychiatriques sur lesquelles nous allons revenir largement, mais aussi obstétricales, comme en atteste l'étude de Boden et de ses collègues, qui ont comparé des mères souffrant de troubles bipolaires traités à des patientes souffrant de troubles bipolaires non traités, à des femmes enceintes ne souffrant d'aucun trouble. Et les résultats de cette étude ont montré que les patientes souffrant d'un trouble bipolaire, qu'elles soient traitées ou non, avaient une augmentation globale du risque de complications obstétricales, avec un plus fort taux de césarienne, de déclenchement et de prématurité pour les enfants, et que ce qui est complètement finalement contre-intuitif, puisqu'on pourrait penser que les traitements ont un impact, finalement, les patientes souffrant d'un trouble bipolaire non traités pendant la grossesse avaient, en plus de toutes les autres complications, plus fréquemment des faibles poids de naissance, des faibles tailles chez les bébés et des bébés qui avaient des périmètres crâniens plus petits. Donc des spécificités probablement de la grossesse en tant que telle chez ces patientes qui doivent vous mener à avoir un regard acéré sur leur parcours.
En termes de psychiatrie, on sait depuis l'étude Princeps de Kendall en 1987 que vous avez en haut de la diapositive qu'il y a un fort taux de rechute dans les semaines qui suivent la naissance, comme vous voyez sur la diapositive, et que ce taux de rechute reste plus élevé dans les 2 ans qui suivent la naissance par rapport à ce qui était des 2 ans auparavant. Donc une période à risque très fort en postpartum précoce, mais qui perdure dans les années qui suivent et qui donc nécessite l'élaboration de parcours de soins au long cours. Vous voyez sur les autres graphiques que le risque de rechute chez les patientes qui souffrent de troubles bipolaires est de manière évidente bien plus importante que dans les dépressions unipolaires simples ou dans d'autres troubles comme les troubles anxieux par exemple. Si ces rechutes sont plus fréquentes en postpartum, elles ne sont de loin pas inexistantes pendant la grossesse. Et dans cette étude que nous avons pu mener avec Florence Gressier et d'autres collègues sur la cohorte des femmes enceintes, hospitalisées en postpartum avec leur bébé dans des unités mère-enfant, nous avons pu mettre en évidence que les patientes qui souffraient d'un trouble bipolaire et qui faisaient une décompensation du postpartum et qui étaient hospitalisées pour cela avaient une bien plus lente récupération avec des symptômes résiduels qui perduraient beaucoup plus longtemps quand il y avait également eu une décompensation pendant la grossesse. Donc ce sont des choses qui arrivent même si elles sont plus rares. Et c'est un facteur de gravité du trouble et de gravité de l'évolution. En résumé, sur le plan psychiatrique, qu'est-ce que nous savons aujourd'hui sur l'évolution des troubles bipolaires pendant la grossesse? Eh bien, plus de 40% des femmes qui sont hospitalisées en prénatal le sont en postpartum. Je vais vous souligner cette importance majeure de la période prénatale. 30% des femmes, globalement, vont rechuter en postpartum quand elles souffrent d'un trouble bipolaire. Ce taux arrive à 66% si elles arrêtent leur traitement et descend à 23% si elles gardent leur traitement. Nous allons un peu y revenir. Et vous avez déjà compris avec l'étude de Boden précédemment que le traitement n'est pas un facteur négatif. Au contraire, c'est un facteur protecteur et même pour l'évolution de la grossesse et le devenir de l'enfant en postpartum précoce. Et que ces rechutes débutent très très tôt après la naissance. Le risque le plus élevé est entre J10 et J19 et globalement ces épisodes commencent en postpartum très précoce dès les premiers jours après la naissance mais ont une symptomatologie qui est finalement difficile de repérer si on ne la recherche pas et si on ne connaît pas les antécédents de la dame puisqu'il s'agit principalement d'une symptomatologie hypomane, donc des gens qui vont être en forme, avoir de l'énergie, ne vont pas se plaindre de fatigue, donc des choses qui peuvent passer inaperçues, voire qui peuvent fasciner entre guillemets les équipes d'obstétrique qui sont plus habituées à avoir des mamans fatiguées en demande de soutien. Et plus cette symptomatologie hypomane est forte, plus le risque d'avoir un épisode grave, qui est la psychose puerpérale, qui est le risque le plus grave quand on souffre d'un trouble bipolaire. Et quand il y a ces symptômes hypomanes du postpartum précoce, c'est un facteur prédicteur très fort, plus ils sont intenses, d'avoir une psychose puerpérale qui va arriver dans les jours ou les semaines après. Le problème, c'est que si on n'y est pas très vigilant et qu'on ne met pas des choses en place à ce moment-là, les psychoses puerpérales vont se déclencher quand les patientes seront rentrées chez elles et qu'elles n'auront plus accès aux soins. Pour revenir et vous donner des éléments forts sur ces histoires de traitement et l'intérêt de les garder pendant la grossesse, vous avez là les travaux de Viguera et de son équipe qui ont exploré le lithium, vous savez le lithium qui est le gold standard du traitement des troubles bipolaires, qui ont exploré une cohorte de femmes enceintes, qu'ils ont comparé à une cohorte de femmes non enceintes souffrant de troubles bipolaires et traitées par lithium. Et dans chaque groupe, ils ont fait des sous-groupes où ils ont arrêté le lithium pendant 40 semaines. Donc vous avez un groupe de femmes enceintes traitées, un groupe de femmes enceintes pas traitées, un groupe de femmes non enceintes traitées, un groupe de femmes non enceintes pas traitées. Et cette recherche montre que les rechutes sont 3 fois plus fréquentes en postpartum, 70% chez les femmes enceintes que chez les femmes non enceintes qui elles ne rechutent qu'à 24%. Il montre aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a
chez ces femmes qui souffrent d'un trouble bipolaire font plus souvent en fait des épisodes dépressifs ou mixtes en postpartum ou durant la grossesse, comparé aux femmes qui ne sont pas enceintes, qui font plus fréquemment des épisodes hypomanes ou maniaques. Et donc ça peut donner une coloration qui peut mener à mettre des antidépresseurs ou à prendre de mauvaises décisions thérapeutiques, puisqu'on est sur des épisodes dépressifs, mais ce sont des femmes qui souffrent de troubles bipolaires, et le traitement dans ces cas-là d'épisodes dépressifs n'est pas en première ligne les antidépresseurs. Ça peut même être très dangereux. En résumé, cette étude montre que si on arrête les traitements chez une femme enceinte, il y a 2 fois plus de risque de rechute, que ça va 4 fois plus vite, et surtout qu'après ça dure 5 fois plus longtemps que chez une patiente non enceinte. Donc la grossesse a bien un effet sur l'évolution de ces troubles, et un effet tout à fait délétère. Je vous disais, le risque ultime, c'est la psychose puerpérale, c'est ce qu'on redoute tous. Alors pour toute patiente qui accouche, il y a un risque de psychose puerpérale. C'est pas quelque chose qui ne concerne que les femmes qui souffrent de troubles bipolaires, mais en population générale, ça reste un événement très rare, puisque c'est 1 à 2 pour 1000 chez les femmes qui souffrent de troubles bipolaires. On ne sait jamais quel type de rechute il va y avoir. Est-ce que ça va seulement être une rechute légère, ou est-ce qu'on va aller jusqu'à l'épisode de décompensation de l'humeur avec des caractéristiques psychotiques, donc des idées délirantes et ou des hallucinations, qui sont les épisodes de psychose puerpérale. Alors ces psychoses puerpérales, elles sont plus fréquentes quand les patientes sont primipares. Donc si vous avez une femme qui souffre de troubles bipolaires et qui est primipare, il faut avoir un regard encore plus acéré. S'il y a des complications de type éclampsie, dont l'éthiopathologie aurait des choses communes avec la psychose puerpérale, notamment des hypothèses immunitaires et inflammatoires qui seraient un peu communes. Donc si vous avez une femme primipare et une femme qui présente une éclampsie ou une pré-éclampsie, il faut encore être plus vigilant sur ce risque de psychose puerpérale, sachant que le facteur de risque principal étant d'en avoir déjà fait une, ou d'avoir des antécédents dans la famille d'épisodes de ce type chez les femmes, chez les ascendants femmes. Ces psychoses puerpérales, c'est une urgence psychiatrique absolue. Le risque suicidaire est absolument majeur, et il faut savoir dans ces situations, même si c'est pas évident du tout, évoquer des hospitalisations sous contrainte, parce que souvent les patientes ne sont pas d'accord avec les soins, puisqu'elles sont en plein épisode délirant, et la famille est tellement désarçonnée que c'est très compliqué de mettre ces soins en place. Cependant, vous savez comme moi que le risque suicidaire est l'un des risques majeurs en période périnatale, et encore plus quand il y a un trouble bipolaire, et encore plus quand il y a une psychose puerpérale. Vous savez les résultats de l'enquête confidentielle nationale qui montrent que le suicide, c'est la 2e cause de décès maternel. Ce qu'on sait sur le suicide en période périnatale de manière générale, c'est que ce sont dans les premiers jours qui suivent la naissance, comme vous voyez sur la diapositive, des suicides très violents. Et en psychiatrie, quand on parle de suicide par pendaison, par des patientes qui sautent des ponts ou qui se jettent sous des trains, ça sont souvent des suicides qui rentrent dans le cadre de troubles bipolaires. Les suicides violents et troubles bipolaires, il y a un lien évident. Et donc vous voyez là, dans cette enquête sur les suicides de manière globale, il y a probablement un marqueur du fait que ces patientes qui se suicident souffrent probablement de décompensation de troubles bipolaires plus fréquemment, notamment celles qui se suicident très précocement après la naissance. Un focus sur le sommeil, et là en lien avec les idées de suicide chez les femmes qui souffrent de troubles de l'humeur pendant la grossesse. Il y a plus fréquemment des idées de suicide périnatale chez les femmes qui dorment mal, et on sait que le sommeil, c'est vraiment un facteur de régulation de l'humeur très important. Si on arrive à préserver le sommeil chez les femmes qui souffrent d'un trouble bipolaire, on va avoir une efficacité préventive redoutable, et ça doit être un des objectifs majeurs. Et vous voyez que ça prévient aussi les idées de suicide si on arrive à faire dormir les patientes. Donc ne pas banaliser des troubles du sommeil chez une femme enceinte qui souffre de troubles bipolaires, parce que ça peut être un des premiers marqueurs de décompensation, et ça va être un axe de soins très important. Alors,
puisqu'on est sur les parcours de soins, la prévention et les consultations anticonceptionnelles, vous dire tout juste que la législation nous pousse à ça. Hein. Les premières circulaires sur la psychiatrie périnatale qui datent de 92 puis 93, l'OMS, tous mettent le focus sur la nécessité de prévenir, puisqu'on est là devant des patientes dont on sait qu'elles ont un trouble et dont on sait quand même un petit peu ce qu'on peut faire, garder des traitements, mettre des parcours de soins coordonnés, on va y venir, préserver le sommeil, toutes ces choses-là. Et en 2018, le NICE, dans ses recommandations sur l'organisation de la psychiatrie périnatale et donc des parcours de soins, vous voyez, met un axe sur les 5 axes à développer, mais un axe préconceptionnel. Donc on est vraiment tous d'accord sur le fait que en se coordonnant bien et en anticipant les choses bien avant la grossesse, on peut avoir une efficacité préventive assez redoutable. On va y revenir plus largement. Alors ça nécessite de prendre en compte chaque patiente dans son environnement, avec son conjoint, avec ses traitements, avec ses forces et ses faiblesses. Hein, c'est ce qui est recommandé dans tous les travaux. Faire un parcours de soins personnalisé pour ces patientes, ça nécessite de ne pas arriver à J2 après la naissance dans la chambre d'une patiente qu'on n'a jamais vue et qu'on ne connaît pas. Ça nécessite vraiment anticipation. Si on fait cette anticipation antéconceptionnelle d'expérience, vraiment, le taux de rechute chute vraiment beaucoup. Si on le fait en début de grossesse, souvent on a des petits symptômes. Si on le fait pendant la grossesse, on a une rechute réelle à traiter. Et si on le fait en postpartum, en général, on a une rechute importante et puis une absence d'alliance de la part de la patiente. Donc ces consultations antéconceptionnelles nécessitent une collaboration étroite entre les professionnels de première ligne, les équipes de psychiatrie périnatale de territoire qui sont disponibles et qui sont en train de s'installer sur la France entière. Mes collègues vous en parleront probablement. Du côté des psychiatres, on commence à réfléchir à des consultations dédiées en début de parcours de soins de toute femme en âge de procréer et puis de refaire éventuellement des consultations spécifiques sur les projets de parentalité tous les ans. De votre côté, dans le suivi gynécologique de ces femmes, quand évoquer ces consultations antéconceptionnelles, quand leur proposer et quand les amener à consulter, ça c'est quelque chose qu'il faut que vous élaboriez de votre côté. En tout cas, ces consultations antéconceptionnelles, c'est une prévention secondaire efficace, on peut tous en attester. Il y a différents modèles qui existent. À Bordeaux, on a ce qu'on appelle le parcours de soins psychotrope et grossesse, qui associe une obstétricienne, un pédiatre, néonatologue, l'équipe de psychiatrie, et on travaille tous à une évaluation des pratiques professionnelles qui a fondé cette collaboration. D'autres modèles existent, comme la SICO à Paris, coordonnée entre autres par Romain Dugravier, qui associe des consultations où il y a associé un pédopsychiatre et un psychiatre de l'adulte. En tout cas, dans ce qui est projeté pour l'organisation de la psychiatrie périnatale, il y aura des centres de référence dans lesquels il y aura des psychiatres qui seront en compétence pour proposer ces consultations aux patients. Les objectifs de ces consultations de notre côté, c'est de rencontrer, si possible, le couple, parce que si la patiente porte le trouble, la grossesse reste un projet de couple, quand il y a un papa en tout cas, et c'est très important de pouvoir associer le père aux réflexions, et notamment à la prévention des rechutes, parce que si on doit préserver le sommeil de la patiente, eh bien, en première ligne, c'est le papa qui peut aider. Et depuis qu'il y a des congés paternité, on voit l'efficacité de la présence du père à domicile en postpartum. La première des choses pendant ces consultations, c'est accueillir les questions. Les gens arrivent avec plein de questions, beaucoup d'inquiétudes par rapport à la tératogénèse, sur laquelle finalement il est facile de rassurer. Je pense que mes collègues évoqueront ça avec vous. Et l'objectif de ces consultations, premier, c'est de définir à la fois une stratégie thérapeutique et une stratégie de prévention qui couvre de la période anténatale au postnatal, vous avez vu, jusqu'à 2 ans après. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut voir au long cours. Il ne faut pas voir ça de manière transversale, la maternité, le retour à domicile, mais bien une continuité dans laquelle il faut pouvoir effleurer des problématiques comme l'allaitement, le soutien qu'on peut mettre en place de la part de l'environnement.
Donc, on va élaborer cette stratégie de soins et de prévention bien en se fondant sur l'anamnèse. Une patiente qui rechute tous les 6 mois, on ne va pas lui proposer le même parcours de soins qu'à quelqu'un qui a fait un épisode maniaque il y a 5 ans, qui est resté stable depuis. On va élaborer avec la patiente les facteurs de risque de rechute qu'on connaît, le stress, la privation de sommeil, mais aussi ses propres facteurs de risque de rechute qu'elle connaît. On va explorer son insight, c'est-à-dire la connaissance qu'elle a elle-même de ses troubles et la capacité qu'elle a elle-même à repérer ou pas ses premiers symptômes. Et si elle vous rapporte qu'elle a du mal à repérer quand elle rechute, il faut une implication forte de l'entourage et des personnes ressources qui seront bien sûr impliquées dans, je vous l'ai dit maintenant, vous l'avez compris, le sommeil et le soutien, notamment quand il y a des molécules qui peuvent impliquer des troubles de l'adaptation néonatale chez le bébé, des bébés qui vont avoir besoin de portage, des bébés un peu somnolents qu'il va falloir stimuler pour l'alimentation par exemple. Ma collègue Florence Gressier a travaillé sur les directives anticipées que l'on peut évoquer avec ses patientes et notamment s'il y a des antécédents psychospirturales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si vous rechutez. Qu'est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette en place des soins sous contrainte? Qui va mettre ces soins sous contrainte en place? Si on fait ça à froid, ça sera beaucoup moins conflictuel par la suite parce que quand il faut par exemple mettre des soins sous contrainte et que c'est le mari qui doit signer les papiers, ça peut générer des problématiques de couple importantes après si ça n'a pas été évoqué avant. Et puis le parcours de soins nécessaire, adressé vers la maternité adaptée, type 2B ou 3 quand il y a un traitement, ça c'est incontournable. Les pédiatres de néonatologie, maternité type 2B ou 3 aussi, s'il y a des traitements ou des vulnérabilités particulières. En tout cas, ce qu'il faut, c'est que l'équipe soit coordonnée depuis la période anté à la période postnatale et que ce soit, si possible, la même équipe. Vous voyez là l'organisation que nous, on a à Bordeaux. On fait une consultation de psychiatre, une consultation de gynécologue, obstétricien, une consultation de pédiatre. On ne les fait pas ensemble, on les fait chacune de notre côté. Une fois que c'est fait, on a un staff où on présente le dossier, où on coordonne les actions, puis on va renvoyer vers les acteurs de terrain un courrier structuré expliquant la conduite à tenir et bien sûr c'est la même équipe qui sera à disposition de la patiente au moment de la naissance et qui se coordonnera pour la suite du retour à domicile avec des visites à domicile, l'unité mère-enfant, de l'hôpital de jour, des consultations en fonction de l'évolution durant la période de séjour à la maternité qui dans ces troubles-là doit pouvoir être rallongé autant que nécessaire et utiliser les 12 jours prévus par la sécurité sociale si c'est nécessaire pour que la patiente, son conjoint connaissent bien le bébé, puissent récupérer notamment sur le plan du sommeil et qu'on ait le temps d'organiser le parcours en fonction de l'état de santé de la patiente. Si on ne fait pas tout ça bien avant, si on ne fait pas ces consultations antéconceptionnelles ou au moins au tout début de grossesse, souvent on se retrouve à la maternité à gérer tous ces facteurs en même temps avec une patiente qui ne nous connaît pas et que ça va mettre en difficulté et souvent malheureusement on se retrouve dans des situations comme celle-là, c'est un peu la mêlée de rugby, alors que si on a travaillé avant, si on a bien prévu tout avec la patiente, son conjoint, son environnement, on va avoir quelque chose vraiment d'efficace et pas de rechute dans l'immense majorité des cas. Je vais finir sur cette diapositive, on parle là des troubles bipolaires, mais attention, le trouble bipolaire est probablement beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit et la période périnatale est un espèce de révélateur terrible. Vous voyez sur la diapositive du bas le risque de faire un épisode, enfin le risque de développer un trouble bipolaire au fil du temps quand le premier épisode de dépression s'est passé au moment de la naissance, c'est la courbe rouge. Donc les dépressions périnatales sont probablement souvent des troubles bipolaires mal diagnostiqués. Donc ne pas banaliser ces troubles émotionnels de la période périnatale, les adresser pour une évaluation à des psychiatres, si possible spécialisés, vont aussi aider les femmes qui vont déclencher un premier épisode à l'occasion d'une naissance. Je vous remercie pour votre attention. Donc on vous proposera de poser quelques questions après, c'est ce qu'on s'est dit que c'était peut-être plus simple par rapport aux différentes présentations.
Donc, par rapport à tout ce que vous a présenté Anne-Laure, donc, il nous paraissait donc primordial de proposer des recommandations pour la prise en charge du trouble bipolaire en période périnatale. Et donc, la Société Marseille francophone s'est associée à la FBPN afin de pouvoir donc proposer des recommandations. Donc, voici le comité d'organisation et donc le comité scientifique. Donc, on a d'abord donc élaboré des questions sur une population cible de psychiatres qui travaillaient donc en psychiatrie périnatale et notamment aussi autour des troubles de l'humeur et des troubles bipolaires. Les thématiques qui sont abordées dans ces recommandations, c'est les femmes en âge de procréer, la grossesse et puis l'allaitement. Au total, donc, un questionnaire a été réalisé donc, sur la base d'une recherche bibliographique systématisée avec des analyses critiques et des synthèses de la littérature qui donc étaient conduites par Raoul Belzo et Ludovic Samalin. 16 questions ont comme ça été définies avec 256 options thérapeutiques. Alors, chaque question est associée à une série d'options thérapeutiques ou de soins, et chaque option est associée à un choix pour l'expert cotateur sur la base d'une échelle numérique comprise entre 0 et 9. Donc 9, c'est le choix d'un traitement ou d'une stratégie thérapeutique extrêmement appropriée, qui est le choix donc, de l'expert qui répond aux questions. Et puis 0, donc c'est totalement inapproprié, c'est traitement ou de stratégie thérapeutique jamais utilisé, donc qui va être contre-indiqué. Alors, comment ont été cotées finalement ces données? Donc, selon le pourcentage de réponse, si on a plus de 50% qui répond entre 7 et 9, ça va être un traitement donc, de première intention ou une prise en soin de première intention. Si on a 50% qui répondent entre 4 et 9 et moins de 20% à 0, ça va être le traitement de deuxième intention. Si on a entre 4 et 9 de l'ordre inférieur à 50%, ça devient une troisième intention. Et donc la contre-indication, c'est le fait d'avoir plus de 50% des experts qui vont répondre 0, donc contre-indiqué. Alors pour vous illustrer, en fait, la première question, c'est quelles sont les prescriptions de molécules psychotropes possibles chez la femme en âge de procréer. Donc ce qu'on voit, c'est donc il y a des possibilités de réponse. Donc par exemple en phase maniaque ou hypomaniaque, utilisation préférentielle de molécules habituellement efficaces et sans risque tératogène. Donc là, on voit en fait que tous les experts ont répondu entre 7 et 9, c'est-à-dire soit très approprié ou totalement approprié. Donc c'est un traitement finalement de première intention. A contrario, l'utilisation possible de molécules efficaces et à risque tératogène élevé, uniquement en fonction de certaines situations cliniques ou en hospitalisation, on voit qu'il y a plus de 50% des experts qui mettent 0, c'est-à-dire contre-indiqué. Donc ceci est donc un traitement qui est contre-indiqué chez les femmes en âge de procréer. Alors 48 experts ont donc accepté de participer, donc l'âge moyen est de 45 ans, et elles ont toutes une activité de soins. Et au cours des 5 dernières années, elles ont publié ou participé à des conférences, des congrès, ou avoir une activité d'enseignement sur la thématique troubles de l'humeur et périnatalité. Donc, une première thématique abordée, c'est donc les femmes en âge de procréer et la prescription de psychotropes en fonction du risque tératogène. Donc, par rapport à ça, il a été proposé aux experts, et j'y reviendrai tout à l'heure, une classification, donc, qui est celle du CRAT, qui est la classification actuellement proposée par le CRAT. Donc, comme vous le savez, les valproates, le valpromide sont contre-indiqués chez toutes les femmes en âge de procréer des premières règles à l'âge de la ménopause. Et quand vous prescrivez ces médicaments, vous devez absolument remplir un formulaire et faire signer un formulaire de consentement aux femmes. Donc ces molécules sont actuellement donc totalement contre-indiquées. En deuxième intention, donc le CRAT propose les sels de lithium, qui est pourtant notre gold standard finalement en psychiatrie, et la carbamazépine, qui, comme vous savez, a beaucoup d'effets secondaires, d'effets tératogènes et des troubles du neurodéveloppement pour la carbamazépine. Et puis dans les risques absents faibles, avec de nombreuses données déjà rapportées, on retrouve donc la lamotrigine, l'aripiprazole, l'olanzapine et la kétiapine. Donc peut-être que finalement, ces différentes classifications, elles vont évoluer. Vous savez, on ne fait pas d'expérimentation en gros sur les femmes enceintes. Donc peut-être qu'elles vont évoluer au fur et à mesure de nos connaissances. Et à ce jour, par exemple, il y a un warning récent sur la risperidone et les risques de malformation
cardiaque. Donc c'est possible que la respiradone finalement va changer de catégorie à un autre moment. Donc actuellement, quelle que soit la phase du trouble bipolaire, les experts recommandent, soit en phase aiguë maniaque ou en phase dépressive ou en phase de stabilisation, d'utiliser un traitement. En première intention, une molécule habituellement efficace et sans risque tératogène, bien évidemment. En deuxième intention, si vraiment cela est nécessaire, une molécule efficace à risque tératogène intermédiaire. Et il semble non recommandé, contre-indiqué, les molécules efficaces à risque tératogène élevé. Donc c'est déjà ce qu'on fait en pratique clinique et ce qui est donc recommandé également par les experts et par rapport à la littérature. Alors par rapport à cette classification des traitements, finalement on va avoir, quand le risque est absent ou faible, on va recommander chez toutes les femmes en âge de procréer d'avoir une évaluation de la prise de psychotropes tous les 12 à 36 mois. Il faudra donc systématiquement rechercher la présence d'une méthode contraceptive, rechercher l'éventualité d'une grossesse et la date des dernières règles, également le souhait de la patiente par rapport à une éventuelle grossesse. Il faudra également donner une information complète et éclairée à la patiente, plus ou moins à son conjoint, sur les risques associés à la molécule en cas de grossesse, et également donner une information complète et éclairée à la patiente sur l'importance de planifier une grossesse si elle le souhaite. Et puis donc on va réévaluer régulièrement le traitement. Quand on prescrit une molécule à risque tératogène modéré, les experts conseillent de réévaluer cette prescription au moins tous les 12 mois et en plus de tout ce qui a été dit précédemment, de réaliser un test de grossesse plasmatique avant l'instauration du traitement et puis de fournir une brochure d'information sur le traitement prescrit à la patiente. En cas de risque élevé, donc surtout les valproates, il faudra donc réévaluer cette prescription toutes les 6 à 12 mois et donc il faut vraiment faire signer un formulaire de consentement de soins écrit à la patiente. Alors en pratique, les valproates, ils sont quasiment plus utilisés, hein, sauf s'il y a eu vraiment 2 absences de réponse à des thymorégulateurs bien conduits. Mais en clinique, il y a eu trop de difficultés avec les valproates, trop d'enfants avec troubles du spectre autistique, donc c'est vraiment contre-indiqué chez toutes les femmes en âge de procréer actuellement. Alors l'ensemble du panel d'experts souligne l'importance finalement de prendre en considération le risque tératogène des thérapeutiques envisagées. Ces experts aussi modulent leurs réponses, notamment par rapport aux sels de lithium, puisqu'on les utilise beaucoup en psychiatrie périnatale, et que c'est, comme disait Anne-Laure Sutter tout à l'heure, le gold standard du traitement du trouble bipolaire d'une manière générale, et plus particulièrement chez les femmes, et qu'on voit aussi que ça a permis de limiter les difficultés liées à la psychose du postpartum qui peut survenir par la suite. Également, il faut donc fournir une information complète et éclairée, voire même documentée à la patiente, mais également à son partenaire. Réaliser une consultation préconceptionnelle, et j'y reviendrai par la suite, en cas de projet de grossesse, et la nécessité de mettre en perspective des recommandations liées aux caractéristiques individuelles de chaque patiente. Alors, dans la consultation préconceptionnelle, les différents experts vont proposer différentes informations à aborder pour toutes les femmes qui présentent un trouble bipolaire. Donc, tout d'abord, le risque de rechute, le risque suicidaire et leurs moyens de prévention en période périnatale, le suivi, l'accompagnement, les traitements, également l'importance de pouvoir éventuellement prévoir un plan de soins. Également, les risques liés aux conduites addictives, donc le tabac, l'alcool, mais également toutes les autres drogues, leur prévention et comment aider les patientes au maintien de l'abstinence en cas de comorbidité addictive. Les experts également recommandent donc l'intérêt d'une stabilité clinique depuis au moins 6 mois avant d'envisager une grossesse, qui permettrait finalement de réduire les rechutes par la suite. Et puis, et le docteur Mezzacapa vous le présenta tout à l'heure, donc la possibilité de l'allaitement et la conséquence des psychotropes sur l'allaitement doit également être abordée dès la consultation préconceptionnelle. Également, les règles hygiéno-diététiques à adopter. Anne-Laure Sutter-Dallet vous faisait donc toujours souligner l'importance du sommeil. Donc le sommeil, les activités physiques, tout ça doit être également abordé lors de la consultation préconceptionnelle. Et puis, il est primordial d'impliquer le ou la partenaire dans le projet de grossesse et dans les décisions concernant les soins de la patiente et de futurs bébés. Qui est-ce qui va pouvoir aider la mère quand celle-ci n'est pas disponible psychiquement ou même physiquement auprès du bébé?
Alors, on recommande également de prendre en compte différentes caractéristiques cliniques lors de la consultation préconceptionnelle chez ces femmes qui présentent un trouble bipolaire. Donc, le type de trouble bipolaire, donc trouble bipolaire de type 1 ou de type 2, la polarité prédominante maniaque ou dépressive, on ne va pas adapter de la même manière les traitements psychotropes. Est-ce qu'il existe ou non des cycles rapides? Est-ce que la femme présente des symptômes résiduels? Également, il faut rechercher systématiquement les syndromes dysphoriques prémenstruels et on a une comorbidité qui est élevée entre troubles bipolaires et troubles dysphoriques prémenstruels. Également, les antécédents d'épisodes en période périnatale, il y a davantage de risques de rechuter si on a déjà eu des épisodes pendant la grossesse ou en postpartum pour une grossesse précédente. Également, les antécédents de conduite suicidaire, de tentative de suicide, et puis également rechercher la comorbidité anxieuse, bien évidemment les souhaits de la patiente, les niveaux d'observance, et puis est-ce qu'il y a eu aussi des antécédents familiaux d'épisodes thymiques en période périnatale, notamment de psychose du postpartum. Donc, pendant la grossesse, les experts recommandent donc la prescription en fonction du risque tératogène, quelle que soit la phase du trouble bipolaire, et le trimestre de la grossesse, en première intention, donc une molécule habituellement efficace et sans risque tératogène. Alors, ces experts ne se prononcent pas par rapport aux sels de lithium, puisque la plupart d'entre eux, dans les remarques, quand on a dépouillé les questionnaires, ils posent justement ces sels de lithium que nous, on a l'habitude d'utiliser en pratique très souvent. Et puis, ils soulignent également la contre-indication des molécules efficaces à risque tératogène élevé, quelle que soit la situation clinique, c'est-à-dire tout ce qui est les valproates. Alors, nous, souvent, donc en fait, on dose en psychiatrie périnatale et même en psychiatrie générale le médicament dans le sang. Donc, par rapport à ce qui est recommandé chez ces experts, en première intention, donc ils proposent le dosage des psychotropes qui sont habituellement dosés. Donc, les différents psychotropes qui vont être habituellement dosés, c'est par exemple certains antidépresseurs tels que la clomipramine ou les sels de lithium. En deuxième intention, ils proposent le dosage des psychotropes à risque intermédiaire afin d'obtenir un taux minimal efficace. Et même en troisième intention, certains experts vont recommander le dosage systématique de tous les psychotropes pendant la grossesse. Alors, quelle va être la modalité de prise en soin pendant la grossesse de ces femmes qui présentent un trouble bipolaire? Donc, bien évidemment, un suivi psychiatrique avec, si possible, un psychiatre spécialisé en psychiatrie périnatale. Des consultations anténatales, non seulement avec le gynéco-obstétricien, mais également avec le pédiatre. Un accouchement dans des maternités de niveau 2B ou de niveau 3 pour qu'il y ait une réanimation néonatale. Et puis l'augmentation de l'intensité du suivi ambulatoire ou en hôpital de jour de psychiatrie périnatale si cela s'avère nécessaire. Et puis également, on peut prévoir un plan de gestion de crise chez ces femmes qui présentent un trouble bipolaire. Les modalités de prise en soin dans le cadre de symptômes, les experts recommandent finalement le suivi ou l'hospitalisation dans une unité parent-enfant, également un suivi en parallèle au centre médico-psychologique et ou par un psychiatre de la maternité. Et puis donc tout ça, c'est un dispositif de soins conjoints, gradués, qui doit aussi associer les différents acteurs de la prise en charge de psychiatrie périnatale, également donc les sages-femmes, les puéricultrices et puis les différents services de PMI. Et puis on peut faire aussi appel donc au TISF, et ça c'est très important d'avoir des contacts avec notamment les PMI, même pendant la grossesse en anténatale. Alors, quelles vont être les modalités de dépistage par rapport aux troubles bipolaires? Alors, tout d'abord, chez les patientes sans antécédents, en première intention, les experts recommandent de screener les symptômes de dépression, mais également les symptômes maniaques ou hypopaniaques par tous les professionnels pendant la grossesse et également pendant le postpartum. Donc, notamment évaluer le risque suicidaire, les symptômes dépressifs et maniaques, les symptômes ou les troubles anxieux et les addictions. Chez les patientes qui présentent une suspicion de troubles de l'humeur, les experts recommandent alors un suivi spécialisé par un psychiatre de maternité ou un psychiatre spécialisé en psychiatrie périnatale. Ils soulignent la nécessité des interactions avec l'obstétricien, les sages-femmes et les pédiatres. Également, ils recommandent donc une évaluation psychosociale avec l'assistance sociale, notamment par rapport aux vulnérabilités spécifiques que peuvent rencontrer ces femmes.
Et puis, il souligne également l'implication nécessaire du médecin traitant et du psychiatre de la patiente ou du psychiatre libéral. Alors, d'une manière générale, nos recommandations, c'est déjà d'évaluer la balance bénéfice-risque et, si possible, de l'évaluer en préconceptionnel quand on décide de traiter par psychotrope des femmes en période périnatale, quelle que soit la pathologie que l'on rencontre. Le choix du traitement, c'est très important d'associer les femmes, mais également le conjoint ou la conjointe et les familles au sens large. Alors, plusieurs fois, on est par exemple amené à prescrire des traitements psychotropes et parfois c'est les femmes ou leur famille qui ne souhaitent pas un traitement psychotrope pendant la grossesse. Et c'est très important aussi de tenir compte pour pouvoir justement informer des risques et d'écouter en fait les patients et leurs familles. Aussi, donc, le risque, c'est pas finalement le médicament, le risque c'est la rechute. Il faut savoir que tout changement de traitement peut entraîner un risque de décompensation. Donc ainsi, il convient de ne pas arrêter brutalement le traitement lors de la découverte de la grossesse, sauf si éventuellement on avait encore prescrit des médicaments qui sont jusqu'alors contre-indiqués. On va programmer si possible la grossesse et si on décide d'un changement, dans l'idéal, on le fera lors de la consultation préconceptionnelle et si possible dans les 3 mois avant la conception. Les prescriptions doivent se faire à posologie minimale efficace, mais suffisamment efficace. Ça ne sert pas en fait de sous-doser les médicaments. Et si possible, d'avoir une monothérapie afin d'éviter les associations médicamenteuses qui vont majorer les effets secondaires. Également, tout au long de la grossesse, on va tenir compte de l'hémodilution, mais également de tenir compte des variations au niveau des cytochromes. Donc, on va être amené le plus souvent à augmenter les posologies au cours de la grossesse, mais parfois on peut les diminuer au cours du 2e trimestre et les augmenter par la suite, d'où l'importance de doser les psychotropes. Également, du point de vue de la surveillance fœtale, donc on pourra proposer une échographie cardiaque fœtale à la fin de l'organogénèse cardiaque de manière supplémentaire par rapport aux 3 échographies qui sont actuellement recommandées. Alors, contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps, aussi on ne diminue plus systématiquement les posologies avant l'accouchement ou lors du dernier mois. On va plutôt les arrêter dès les premiers signes de travail et les recommencer après, mais à la posologie que la femme avait avant d'être enceinte. C'est notamment le cas pour les sels de lithium. Donc, en conclusion, il nous paraît primordial de dépister systématiquement les symptômes psychiques en période périnatale, toujours penser donc non seulement aux symptômes dépressifs, mais également aux symptômes maniaques ou hypomaniaques, afin de pouvoir proposer la prise en charge la plus adaptée possible pour la mère, l'enfant et toute sa famille. Si on prescrit un traitement, il faudra toujours donc évaluer la balance bénéfice-risque, à la fois pour la mère, mais également pour l'enfant. Et donc, il nous paraît primordial et nécessaire de travailler en pluridisciplinarité dans un dispositif de soins conjoints et gradués. Je vous remercie pour votre attention. Donc, Antonia Mezzocapa travaille aussi à l'unité du Kremlin-Bicêtre. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler des troubles bipolaires et de l'allaitement. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. La période périnatale est une période de grande vulnérabilité psychique et à haut risque de rechute après la naissance. Dans cette étude conduite par l'équipe de Mank-Olsen en 2009, on voit que l'incidence des réadmissions, du coup des rechutes pour les patients avec un trouble bipolaire est beaucoup plus élevée par rapport aux patients schizophrènes ou aux patients avec des autres pathologies psychiatriques. Et c'est là, du coup, dans les postpartum immédiats. Les risques relatifs, du coup, pour les femmes bipolaires a été évalué à 37, donc un risque beaucoup plus élevé par rapport aux autres femmes affectées par schizophrénie. Le risque relatif est estimé à 4,58 et les femmes avec d'autres désordres psychiatriques, le risque relatif est estimé à 2,98.
La décompensation d'un trouble bipolaire peut se manifester par un épisode maniaque, un épisode avec des caractéristiques psychotiques, un épisode mixte et un épisode dépressif. Les risques de rechute semblent être plus élevés en cas d'absence du traitement pendant la grossesse qu'en cas de la poursuite des médicaments. Dans cette méta-analyse conduite en 2016 par l'équipe de Vaselot, on montre qu'on retrouve que seules les 23% des femmes ayant bénéficié d'un traitement pharmacologique pendant leur grossesse rechutent dans les postpartum. Par contre, les 66% des femmes qui n'ont pas du coup bénéficié de ces traitements pharmacologiques est à risque de décompensation. Pourquoi on est très intéressé à ces risques de rechute? Parce que les épisodes thymiques au cours du postpartum sont en général plus sévères de leur durée, leur résistance, leur retentissement sur les fonctionnements de la patiente. À souligner que les suicides comptent parmi les premières causes de mort maternelle dans les postpartum. Du coup, l'objectif, c'est de maintenir un bon équilibre psychique maternel tout au cours de la grossesse et du postpartum afin d'éviter toute décompensation. Des compensations qui peuvent du coup amener à la séparation. Du coup, l'objectif, c'est aussi d'éviter la séparation de la mère et de l'enfant, surtout dans les cas où il n'y a pas de possibilité d'hospitalisation conjointe dans une unité mère-bébé. Dans le but du coup de préserver la relation mère-enfant et de permettre un bon développement de l'enfant. Du coup, fondamental, c'est un programme de prévention de la rechute avec une adaptation du traitement tout au cours de la grossesse et du postpartum. C'est vrai que les avantages de l'allaitement pour le bien-être physique et psychologique des mères et de leurs bébés ont été bien établis. L'OMS, l'American Academy of Pediatrics, l'UNICEF recommande un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Mais dans les cas spécifiques des patients avec les troubles bipolaires, cette demande d'allaitement devrait être évaluée dans le cadre d'un projet de soins individualisé, discuté déjà en anténatal, en équipe multidisciplinaire, mais surtout évalué cas par cas pour les risques-bénéfices de l'allaitement pour la mère et pour l'enfant, et du coup réévaluer constantement selon l'évolution tout au cours de la grossesse et du postpartum. Il faudrait du coup tenir compte de ce que c'est le souhait de l'allaitement maternel de la patiente et du couple, mais aussi tenir compte de plusieurs critères comme l'adhésion au suivi et l'alliance de la patiente, l'évolution de la pathologie, comme on a dit, au cours de la grossesse, les capacités de la patiente à évaluer les effets secondaires du traitement sur les bébés, l'accès au personnel soignant, l'environnement familial et la préservation du sommeil. Considérer la balance risque-bénéfice. Les bénéfices du traitement du coup pour la mère, en bon état psychique pour s'occuper de son enfant, les risques du traitement pour l'enfant à court ou à long terme et les risques-bénéfices pour la relation mère-enfant dans le but de préserver une bonne qualité des interactions précoces. Qu'est-ce que sont les risques pour l'enfant? Ce sont des risques à court terme et à long terme. À court terme, il faut surveiller du coup la sédation, les pleurs excessives, l'irritabilité majeure, une mauvaise alimentation, l'agitation, jusqu'aux crises d'épilepsie, la rigidité, la dépression respiratoire, et à long terme sont surtout des risques sur le plan du développement. Les traitements pharmacologiques, les médicaments, peuvent passer dans le lait maternel s'ils atteignent des concentrations importantes dans les plasmes maternels, s'ils ont un faible poids moléculaire et s'ils ont des capacités de liaison aux protéines qui sont faibles. L'évaluation du risque pour les nourrissons dépend du coup de la toxicité du médicament et de la quantité qu'il reçoit. Il y a deux paramètres, surtout pour calculer la dose reçue par les nourrissons. On parle du coup du RID, que c'est le rapport entre la dose quotidienne que reçoivent les nourrissons en milligrammes par kilo par jour et la dose quotidienne pour la mère en milligrammes kilogramme par jour. Un RID inférieur à 2 signifie que l'exposition est faible, du coup un allaitement possible sans risque potentiel pour l'enfant. Un RID entre 2 et 5 signifie que l'exposition est modérée et un RID supérieur à 10
signifie que l'exposition est élevée, du coup il y a une toxicité potentielle. Il y a un autre paramètre qui est considéré dans les études, c'est-à-dire la ratio de la MP au MS, du coup une estimation du transfert du médicament, du plasma au lait maternel. Un MP inférieur à 1 signifie que l'allaitement est possible sans risque pour l'enfant. Comment orienter du coup les traitements psychotropes par rapport à l'allaitement? Il y a des sites de référence comme l'ECRAT, l'ASNM, l'FDA. Il faudrait effectivement privilégier la monothérapie et la posologie efficace. L'évaluation du coup de profil pharmacologique nécessaire pour la molécule, évaluation du passage dans le lait maternel et des capacités du nourrisson à métaboliser les traitements. En cas de plurithérapie, il y a une majoration des risques, ce qui devrait faire poser la question par rapport à l'intérêt de la poursuite de l'allaitement vis-à-vis du nourrisson. Les traitements pharmacologiques des troubles bipolaires se basent du coup sur l'utilisation de plusieurs classes thérapeutiques. On peut prescrire du coup des sels de lithium comme thymorégulateur, des antiepileptiques, des antipsychotiques à visée thymorégulatrice. Il y a après les antidépresseurs comme l'inhibiteur de la récaptation de la sérotonine, l'inhibiteur de la récaptation de la sérotonine et de la noradrénaline, les autres antidépresseurs et les tricycliques. Focus du coup sur le lithium. Dans cette review publiée en 2019, les auteurs, l'équipe, explorent les risques de l'enfant lors d'un allaitement avec une mère qui prend du lithium. Il conclut du coup un nombre limité d'études avec des rides qui sont souvent absents et un manque d'informations adéquates pour les calculer. Et il souligne du coup le fait qu'il y a des données limitées de l'exposition à court et à long terme. Leurs conclusions du coup sont que les lithium devraient être pris en considération en absence des traitements alternatifs. En effet, comme on voit dans ces tableaux, il y a une concentration MS qui est évaluée entre 0,2 et 0,7 avec une moyenne de 0,58. Du coup, il y a un faible passage du lithium du plasma au lait maternel. Mais les valeurs du RID où ils sont effectivement évalués, dans les études où ils ont été évalués, les valeurs du RID sont entre 0 et 30, du coup avec un RID moyenne de 14%. Si les RID est étudié, on voit qu'il n'y a pas de vrais effets indésirables, ce qui fait poser une hypothèse du coup, aux chercheurs. Il y aurait un probable seuil de sécurité du RID qui est plus élevé pour le lithium. Par rapport aux antiepileptiques et la lamotrigine, il s'agit du coup d'une review publiée en 2015 où on retrouve que le rapport MP est inférieur à 1 et le RID est inférieur à 10. Ce qui fait du coup conclure les chercheurs que la lamotrigine est préférable à d'autres médicaments chez les femmes qui allaitent avec une dépression bipolaire. Il souligne aussi le fait que cette étude a été effectuée sur des populations de femmes affectées par épilepsie, ce qui veut dire que les dosages qui ont été prescrits sont des dosages différents par rapport aux antiepileptiques, aux prescriptions d'antiepileptiques pour les femmes bipolaires. La prévalence des effets indésirables pour les femmes, pour les enfants qui, du coup, avec les enfants qui prennent du lait des femmes traitées par la lamotrigine, la prévalence est très faible. Il y a des éruptions cutanées qu'il faut surveiller parce que parfois ils peuvent mettre en danger la vie de l'enfant, ainsi que les apnées qu'ils peuvent conduire à des cyanoses. Pour ce qui concerne les valproate, la carbamazépine et l'oxacarbamazépine, on peut dire déjà que l'oxacarbamazépine n'est pas utilisée dans les cas des troubles bipolaires.
que pour la carbamazépine, il y a en effet beaucoup plus d'études par rapport à la valproate, mais du coup que le passage est très faible dans les laits maternels avec un MP qui est inférieur à 1. L'Académie américaine de pédiatrie considère du coup la carbamazépine et les valproates compatibles avec l'allaitement, mais comme je dis, du coup, il y a plus de données sur la carbamazépine que sur les valproates. Pour les valproates, l'IM sur la ratio IM-MS, du coup la concentration du traitement dans les sérums de l'enfant sur la concentration du traitement dans les sérums maternels, cette ratio est très bas par rapport à la motrigine et la carbamazépine, mais c'est vrai que les valproates est potentiellement tératogène et aujourd'hui il n'est pas recommandé effectivement dans la femme en âge de procréer. À surveiller surtout pour l'enfant sont les effets indésirables comme le risque de jeunesse, une hépatotoxicité, une leucopénie, l'anémie et la thrombocytopénie. Concernant les antipsychotiques, c'est difficile de tirer des conclusions définitives parce que les données disponibles sont limitées. Ils semblent ne pas être associés à des événements indésirables où les événements sont effectivement transitoires chez les nourrissons. Ils peuvent être de l'ordre de la sédation, de l'insomnie, des tremblements, l'irritabilité et les changements d'appétit. Les rides en général sont assez faibles. En première ligne, donc, il y a l'olanzapine avec un ride moyen de 1,02 et 1,6, donc bien inférieur à 10, et la kétapine aussi avec un ride moyen de 0,07 et 0,1, ce qui veut dire du coup inférieur à 10. Les deux, ils ont un faible profil d'événements indésirables. En deuxième ligne, il y a la risperidone, mais avec des rides plus variables. La clozapine n'est pas préférable, surtout parce qu'il y a du coup les études qui montrent qu'elle découvre du coup une granulocytose et léthargie pour l'enfant. Et c'est vrai qu'il y a nécessité de plus d'études pour l'aripiprazole, la ziprasidone et la milsulpride. Concernant les antidépresseurs, parmi les IRS, la sertraline et la paroxétine sont les antidépresseurs de choix au cours de l'allaitement. Ils ont un RID inférieur à 10. Les études ont été conduites sur des populations d'enfants allaités, des populations plutôt importantes. Les concentrations plasmatiques des enfants sont faibles ou indétectables, mais il y a quand même des effets secondaires à surveiller, comme les problèmes de sommeil, les coliques, l'irritabilité et la sédation. La fluoxétine est déconseillée en raison de sa longue demi-vie et surtout parce que la fluoxétine et son métabolite peuvent s'accumuler dans les laits maternels. Parmi du coup, les IRSNA, la venlafaxine, du coup, la venlafaxine et son métabolite actif passent dans les laits. Ils sont détectés dans les plasmas de la majorité des bébés allaités et ils nécessitent une surveillance de l'enfant sur les plans de la prise de poids et du niveau d'éveil. Parmi les tricycliques, la clomipramine, on peut dire du coup que la quantité ingérée via les laits est faible et qu'aucun événement particulier était signalé. On se pose du coup une question. C'est vrai que certains traitements semblent être compatibles avec l'allaitement, mais est-ce qu'il vaut la peine, les risques vaut-il la peine d'être pris? En effet, il y a plusieurs facteurs à considérer dans cette discussion. Par exemple, l'altération du sommeil pour la mère, en sachant que les altérations du sommeil sont des facteurs déclencheurs des compensations pour les femmes bipolaires. Il y a aussi la surveillance des effets indésirables pour les bébés qui est nécessaire et qui parfois est difficile à envisager pour certains couples. Pour les parents, ça peut être difficile, par exemple, de reconnaître ce que sont les effets indésirables et ce que c'est juste un enfant très irritable. Il y a aussi un risque, une majoration du risque potentiel des effets indésirables pour les bébés prématurés. C'est vrai que c'est conseillé du coup un suivi rapproché par les équipes spécialisées comme les pédiatres, mais c'est vrai aussi que parfois ça peut être difficile pour les parents d'accéder à des rendez-vous spécialisés et
par des problèmes effectivement géographiques et aussi par rapport à souvent les manques de disponibilité des médecins. C'est vrai aussi qu'il y a ce qu'on conseille en général sont des prélèvements sanguins de surveillance pour l'enfant, comme dans les cas du lithium et des antipsychotiques, mais ces prélèvements sanguins sont souvent épuisants et traumatisants pour les bébés, mais aussi pour les parents. Il y a aussi les facteurs de la variabilité génétique de la mère et de l'enfant sur les plans du métabolisme, à considérer du coup les polymorphismes des cytochromes, ce qui fait que parfois on peut avoir des réponses inattendues à certains médicaments. Il y a les contextes de vie aussi à évaluer. Les milieux sociaux de précarité avec un bas niveau d'hygiène peuvent effectivement créer des situations de gestion plus difficiles de l'allaitement et mettre à risque l'enfant, par exemple, à risque de maladies diarrhéiques et du coup à risque de déshydratation. Et enfin, la question du développement. Il y a très peu d'études prospectives à ce jour pour évaluer l'impact de l'exposition de l'enfant aux psychotropes lors de l'allaitement. Alors, ces risques vaut-il la peine d'être pris? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que pour de nombreuses femmes, les maintien d'un traitement médicamenteux leur donne des chances d'avoir un bon équilibre psychique et donc de développer une bonne relation avec leur enfant, ainsi qu'une confiance en elles-mêmes et dans leur capacité de mère. S'il est vrai que le meilleur départ de la vie comprend une alimentation de bonne qualité, comme le lait maternel, il n'en demeure pas moins qu'une bonne relation riche sur les plans des échanges entre la mère et l'enfant constitue un avantage égal ou potentiellement plus important, même sans l'allaitement maternel. Quoi faire du coup en cas d'arrêt au cas où l'allaitement n'est pas envisageable? Poursuivre le suivi et l'accompagnement des mères. Les études qualitatives ou semi-qualitatives qui ont été conduites jusqu'à aujourd'hui ont souligné un vécu de culpabilité de la part des mères de ne pas ou plus allaiter, avec un vécu de stigmatisation par rapport à la maladie, un sentiment d'inutilité et d'échec, et aussi un manque d'aide pour l'allaitement artificiel. En conclusion, ce que c'est nécessaire, ce que c'est important du coup en cas d'allaitement, c'est un suivi multidisciplinaire en cas de demande d'allaitement sous traitement psychotrope, c'est un suivi multidisciplinaire dès la période anténatale, une évaluation cas par cas et une balance risque-bénéfice du traitement psychotrope au cours de l'allaitement, la surveillance de l'enfant s'il y a un traitement psychotrope pendant l'allaitement, les soutiens de la mère si absence ou arrêt de l'allaitement et la construction d'une relation mère-enfant de qualité avec au sein l'allaitement. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions particulières? Moi, je suis gynécologue obstétricienne. Je travaille dans une maternité de type 1 où les maternités 2B ou 3 sont au minimum à 2 heures de route, donc, voire 3 heures. Donc, je voulais savoir si le risque néonatal était suffisamment important pour qu'on sorte la femme traitée, la femme bipolaire traitée de son environnement dans lequel elle aura été suivie pendant toute sa grossesse, voire de son environnement familial si jamais il y a des enfants plus jeunes et des choses comme ça, pour vraiment indiquer un accouchement en maternité de niveau 2B ou 3. Donc je pense que c'est une situation qui en France n'est pas si rare que ça, et c'est vrai que bon, vous avez peut-être l'habitude d'être dans des grandes villes avec des maternités de haut niveau assez proches, mais c'est vrai que là, il y a un vrai choix à faire sur le lieu d'accouchement de ces patientes-là. Alors, je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut répondre. Est-ce qu'il y a un vrai risque de détresse respiratoire néonatale avec les traitements? Ça dépend de quel traitement et de la dose, en fait. Ouais. Et puis, pour moi, ça dépend aussi, déjà, s'il y a d'autres psychotropes associés. Parce que parfois, dans certaines situations, on associe des benzodiazépines. Vous voyez, par exemple, donc, ce qui fait qu'il y a un risque, en effet, de sédation à la naissance pour l'enfant. Après, pour moi, sur des traitements assez lourds, comme des antipsychotiques qu'on mettrait
sur la femme enceinte, si on a des doses comme l'olanzapine, je pense, assez importantes. Ouais, moi, je pourrais être embêtée pour dire juste maternité de niveau 1, comme ça, spontanément. Ça, c'est mon premier point. Après, je pense que ça vaut peut-être le coup d'en parler aux pédiatres aussi. Enfin, je ne sais pas si, du coup, votre maternité, vous êtes quand même en lien avec les autres maternités. Alors, on est en lien, mais de toutes les façons, sur place, on a des pédiatres, on a des psychiatres adultes, on a des pédopsies, enfin, on a quand même des gens sur place. Voilà. Et c'est clair qu'il y aura une concertation pluridisciplinaire Après, anténatale. Je pense que parce qu'en fait, si vous voulez, je trouve que ça dépend aussi beaucoup des doses qui sont données. Et enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, dans ces cas-là, l'idée, c'est de demander un avis qui serait plutôt un avis obstétrical ou un avis de psychiatre des maters niveau 3 ? Moi, je demanderais plutôt psychiatre et pédiatre. Voilà, et pédiatre. Pédiatre plus que gynéco, parce que gynéco, on vous fait confiance, a priori, mais plus pédiatre. Enfin, nous, je sais que sur les traitements, par exemple, qu'on donne, y compris, par exemple, les traitements pour des patientes, par exemple, qui sont hospitalisées chez nous, et c'est juste un bâtiment de l'un à l'autre. Hein, donc, voilà, je suis d'accord avec vous qu'il y a une facilité. Mais nous, on demande toujours aux pédiatres, en fait, de la maternité, de se positionner par rapport au risque, en fait, du traitement à la naissance de l'enfant. Merci, et puis merci pour toutes les présentations. Il y a eu des prises de toxiques comme l'alcool et tout ça. Voilà. Mais ça peut arriver chez d'autres patientes aussi. Hein. Bien sûr. Et après, il y a le deuxième... Je dirais qu'il y a aussi un deuxième point, c'est qu'il y a ce qui se passe pile poil à l'accouchement. Et puis après, il y a souvent... parfois, on peut demander... Enfin, je ne dis pas souvent, mais parfois, on peut demander des séjours prolongés à la maternité. Mais bon, ça aussi, vous en avez l'habitude d'avoir du coup des transferts parce que, en fait, c'est du coup des bébés qui peuvent être imprégnés initialement et dont on va avoir le syndrome de sevrage, malheureusement, à 5 ou 6 jours du postpartum. Et du coup, parfois, on ne s'en inquiète pas forcément et on laisse les bébés sortir dans ces conditions. Alors que donc voilà, l'avis pédiatrique, il est quand même extrêmement important dans ces situations-là. Merci. Et prolonger le temps d'hospitalisation. C'est vrai que sur des patientes comme ça, nous, on demande souvent qu'il y ait quand même 10 jours en fait, de séjour à la maternité. Alors ça, du coup, c'est plus facile quand c'est une maternité qui est proche de leur domicile, parce que quand c'est une maternité éloignée, elles vont quand même faire le forcing pour rentrer chez elles, pour être de nouveau dans leur environnement familial habituel. Bah oui. Donc il y a vraiment une balance entre les deux, et je pense que c'est une discussion... Parce que de prolonger chez nous, c'est pas un problème. En plus, quand on est des petites maternités, on n'a pas de problème de place pour les garder. En général, ça va. Contrairement à peut-être les... Vous voyez, il y a des avantages quand même. Mais moi, j'en suis persuadée qu'il y a des avantages. C'était juste savoir jusqu'à quel niveau de risque. Mais si c'est une histoire de traitement, voire de multiples traitements, voire d'addiction, effectivement, c'est un avis pédiatrique. Ouais. Et puis la dose, en fait, la posologie, pardon. Voilà. La posologie qui est pas négligeable. Et puis, c'est vrai que ça va pas être la même chose non plus quand on sait qu'on va faire par exemple, sur des césars programmés, où on sait qu'on va avoir un peu plus de contrôle sur la situation que sur des... Et après, sur la question de l'allaitement, je pense quand même que c'est un grand débat. Moi, je sais qu'on a quand même des grosses discussions avec les obstétriciens et les pédiatres, pour lesquels on n'est pas forcément d'accord, en fait. Après, je pense qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Mais je trouve qu'il y a quand même une évolution qui, moi, me marque. Je me permets de le dire, parce que j'ai quand même envie de dire quelque chose. Non, mais moi, il y a une évolution qui me marque beaucoup, c'est que j'ai quand même de plus en plus de patientes qui culpabilisent de ne pas allaiter. Et ça, moi, ça me marque énormément parce qu'on est quand même dans une société où on parle de la libération de la femme, où on parle d'une certaine liberté tardive. Et en fait, il y a des femmes qui, en tout cas, prennent le discours de la maternité comme un discours extrêmement culpabilisant. Et juste pour vous citer un exemple sur une femme qui avait eu une réduction mammaire, donc elle voulait pas allaiter, et elle disait mais comme j'ai une réduction mammaire, je suis sûre que je peux pas allaiter. Et en fait, la sage-femme qu'elle a vue a été lui chercher tous les documents de scientifiques pour lui prouver qu'en fait elle devait allaiter. Et je me dis la question de l'allaitement, il est en effet hyper important, mais je crois pas que ça doit en effet être au détriment de la relation mère-enfant. Et je crois que culpabiliser les femmes qui ne veulent pas allaiter, c'est aussi quand même un gros souci actuellement. Mais je pense que ça doit être dans la demande de
l'agrément IAB ou ami des bébés ou je sais pas quoi, la question de l'allaitement, mais c'est vrai que je trouve que c'est quand même très très pesant comme discours. S'il y a d'autres remarques, non? C'est bon. On vous souhaite une bonne soirée, on vous remercie d'être venu. Merci beaucoup.